Premier débat télévisé de la campagne présidentielle, pas de vainqueur, invaincu, la technique. Le CNPF d'accord pour lutter contre l'inflation aux côtés du gouvernement, mais pas à n'importe quel prix. Kissinger a convaincu les Rhodésiens, les Noirs au pouvoir dans un délai de 2 ans. L'évêque d'Autun pour l'ouverture de l'église aux divorcés remariés. Les déchets de la société peuvent-ils nous sauver? Ce sera l'objet de notre dossier. Mesdames et messieurs, bonsoir. 100 millions d'Américains étaient devant leur écran hier soir, leur écran de télévision, et le monde entier tendait l'oreille vers Philadelphie pour le premier des 3 débats télévisés entre Gerald Ford et Jimmy Carter avant les élections présidentielles américaines. Avec RTL, nous avions ici à Antenne 2 retransmis en direct ce premier face-à-face des 2 candidats pour un public de spécialistes, mais vous avez pu vous-même juger de la performance du président des États-Unis et de l'ancien gouverneur de Géorgie, puisque nous avons diffusé entre 12h15 et 13h30 aujourd'hui de larges extraits du débat. À dire vrai, la plupart des observateurs sont un peu déçus. Jimmy Carter n'a pas crevé l'écran, comme on dit, et comme on pouvait l'espérer, et Gerald Ford n'a rien apporté de nouveau sur lui-même ou sur son programme politique. Dans ces conditions, il est bien difficile de dire qui a remporté cette première manche, encore que l'on donne généralement un léger avantage au président en exercice. Reste que ce débat n'a pas eu, tant s'en faut, la qualité et l'intensité du célèbre duel Nixon-Kennedy de 1960, et pourtant, il restera sans doute dans l'histoire pour une autre raison. Le débat en direct a été interrompu pendant 28 minutes à cause d'une panne de son. Ce premier affrontement va donc entrer dans la petite histoire. Les héros malheureux hier soir à Philadelphie n'ont été ni Carter ni Ford, mais la télévision américaine qu'on aurait cru incapable de nous faire une chose pareille. 28 minutes d'interruption, un camion de transmission en panne et 28 minutes d'un spectacle imprévu. Sous les excuses de nos confrères présentateurs américains et sous les projecteurs qu'on ne pouvait couper. Ford et Carter ont ainsi travaillé leur maintien. Le premier, sans doute parce qu'il est le président, légèrement nerveux et sautant d'un pied sur l'autre, sans tomber. Le second, Carter, s'accrochant à son pupitre, comme à une prière ou à la présidence. Bref, du grand spectacle qu'on nous avait refusé auparavant. Il est vrai que la soirée était sérieuse puisque les 2 candidats parlèrent de l'avenir des Américains et de leur porte-monnaie. Fiscalité, emploi, énergie. Jimmy Carter n'a pas connu de défaillance, mais ses arguments n'ont pas bouleversé et réellement inquiété Gerald Ford. Le président des États-Unis avait lancé le défi. On peut dire que Carter n'a pas relevé le gant de manière irréfutable. Les supporters du président, les républicains, peuvent donc penser aujourd'hui que Gerald Ford n'est pas un peu plus mauvais gestionnaire que son rival. Prochain chapitre, le 6 octobre, à San Francisco, avec la politique étrangère et 1h30 de débat sans interruption. Je crois qu'il y a une petite erreur de titre, mais ce n'est pas grave. Aux États-Unis, et on s'en est bien rendu compte dans les élections présidentielles de ces 15 dernières années, c'est vraiment la télévision, ou plus exactement l'image que l'opinion se fait des candidats au travers de la télévision, qui fait la décision. Il est donc intéressant de savoir comment les Américains ont perçu ce premier face-à-face entre Gerald Ford et Jimmy Carter. Ici, à Washington, on est plutôt déçus, pour ne pas dire frustrés, après ce débat qui devait être historique et qui n'a rien prouvé. Un rapide sondage d'opinion donne, il est vrai, le président Ford gagnant, probablement parce qu'on attendait mieux de Jimmy Carter. Mais à aucun moment, je n'ai senti le souffle, l'argument, la phrase qui pourrait emporter l'adhésion des électeurs américains. Les journaux non plus, d'ailleurs, qui, comme le Washington Post, se bornent à retracer ce matin le fil d'un match sans grandeur. L'un et l'autre des candidats avaient pourtant des cartouches dans la poche. Ford, le capitaine courageux qui a pris la barre après la tempête de Watergate, l'homme de la confiance. Carter, l'archange d'un monde nouveau, poussé, lui, par le besoin de changement, la résurrection de l'Amérique. Rien. J'en ai rien retrouvé de tout cela. 2 candidats bien sages, prudents, soucieux avant tout de ne pas effrayer le pays. Et ils ont sans doute raison. Il faut comprendre, au stade où en sont les élections américaines, que l'enjeu n'est pas, comme en Europe, un choix de société. Quel que soit le vainqueur, l'Amérique ne basculera pas. Ford et Carter ont le même catéchisme. Ils croient au capitalisme, à la libre entreprise et à la vertu de la concurrence. À partir de là, les choix ne sont que des nuances. Le débat d'hier a montré que l'on votera plus sur le prix du beefsteak
que sur le scandale de Watergate, la politique étrangère ou la sécurité sociale. Bien des événements peuvent, c'est vrai, dramatiser cette campagne électorale qui ne fait que commencer. Mais je serais tenté de dire ce soir que l'Amérique est en train de se désigner un vaincu plutôt que de se choisir un grand vainqueur. Raymond Barre, le Premier ministre, a passé encore cette journée à organiser la mise en œuvre de son plan anti-inflation, en recevant en particulier le directeur des prix et un certain nombre de personnalités, et puis aussi tous les préfets, y compris ceux d'outre-mer. Valéry Giscard d'Estaing, lui, qui mercredi prochain, vous le savez, à la télévision et à Antenne 2, donnera au plan anti-inflation le label présidentiel, recevra à déjeuner lundi les 3 ministres d'État, M. Guichard, Poniatowski et Le Canuet, vraisemblablement pour préparer la rentrée parlementaire et notamment la discussion du plan et du budget. Aujourd'hui, c'était M. François Seyrac, le président du CNPF, qui était reçu à l'Élysée. François Seyrac venait chercher quelques informations complémentaires, sans doute, mais surtout confirmer au président de la République que les chefs d'entreprise soutiendraient le plan dans l'intérêt général. Je lui ai donc dit, que nous étions d'accord pour soutenir le plan Barre, même si certaines modalités comme le blocage des prix ne nous plaisent guère. 2, qu'il était nécessaire de se pencher sur le problème du redressement économique de ce pays, redressement économique qui n'est pas achevé, qui est en panne et qu'il faudra par conséquent nécessairement poursuivre. Est-ce que le plan Barre, selon vous, va avoir des conséquences identiques pour les grandes entreprises ou les PME? Parce qu'il y a quand même quelques différences. Fondamentalement, le problème économique posé par l'inflation est le même pour tous les Français et pour toutes les entreprises. Mais dans la pratique, il est certain que les capacités des petites entreprises ou des moyennes entreprises à s'adapter instantanément ou à supporter instantanément certaines mesures très contraignantes sont moins fortes, que ça pose des problèmes particuliers aux petites et moyennes entreprises, et je souhaite beaucoup que l'État, dans l'application de ce plan, ait une attention particulière pour les entreprises petites et moyennes. François Seyrac, dans son plan anti-inflation, le gouvernement a demandé aux chefs d'entreprise d'être particulièrement vigilants cette année sur les salaires. Alors pensez-vous que les patrons vont jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas préférer lâcher sur les salaires pour se préserver de grève et conserver la paix sociale? Les patrons joueront le jeu en ce qui concerne les prix. Ils respecteront les consignes gouvernementales et ils respecteront également le plan en ce qui concerne les salaires. C'est un tout. On ne peut pas dissocier ce plan, accepter les salaires et refuser les prix ou inversement. Demain, dans le journal de Jean Lanzy, à 13h, Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour la première fois, donnera en quelque sorte un prolongement au débat qui s'est engagé immédiatement après l'annonce du plan anti-inflation. Jean-Jacques Servan-Schreiber qui a fait sa rentrée ce matin au comité directeur du Parti radical qu'il boudait depuis de longs mois et auquel participaient les 4 leaders radicaux membres du gouvernement. D'accord, a-t-on dit, place de Valois, pour ce plan anti-inflation conjoncturel, mais il est temps de s'attaquer aux structures, aux causes mêmes de l'inflation. À noter que les radicaux ont remis à la mode le manifeste de Jean-Jacques Servan-Schreiber, approuvé en son temps par les amis de Robert Fabre, aujourd'hui signataire du programme commun. François Mitterrand n'était pas sans doute en possession de cette information lorsqu'hier soir il est arrivé à Roissy, venant de Londres. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, il n'est pas question de pratiquer la politique du pire, il faut discerner dans le plan ce qui est bien et ce qui est mal. Tel qu'il m'apparaît à première lecture, son plan est un ensemble de mesures, un peu disparates, plaquées sur une réalité sociale injuste, une réalité à laquelle on ne tente pas de remédier. Cela aggrave donc les inégalités et frappe le plus grand nombre, notamment les salariés. Je ne vois pas comment, toujours sous bénéfice d'inventaire, je ne vois pas comment de telles mesures pourraient obtenir le consentement national réclamé par le Premier ministre. Nous ne pouvons que souhaiter la réussite d'une politique qui permettrait aux Français de vivre mieux. Simplement, nous n'y croyons pas dans les conditions présentes. Encore une réaction au plan Barre, celle des PME, des petites et moyennes entreprises. Monsieur Gingembre, le président des PME n'est pas très content. Nous avons l'impression, dit-il, d'être les sacrifiés, une fois de plus. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui.
L'une des conditions essentielles, en tout cas elle est importante pour que le plan Barre réussisse, c'est que le blocage des prix soit réel, donc que le contrôle des prix soit efficace. L'objectif du ministère des Finances étant de tout mettre en œuvre pour atteindre une hausse zéro. Zéro de hausse dans les 3 mois qui viennent, c'est ce que M. Villain, le directeur des prix, révèle ce soir pour Antenne 2. Jusqu'au 31 décembre 1976, les prix doivent rester au niveau qu'ils avaient atteint le 15 septembre dernier. Et cela à tous les stades, de la production et de la distribution. Il n'y a qu'une exception et il faut en prévenir d'ores et déjà les consommateurs. Ce sont les produits agricoles frais dont nous ne pouvons pas geler les prix à la production en raison des règles communautaires. Ces produits agricoles frais, ils sont très limités. Ce sont les viandes, les fruits et légumes, certains produits laitiers et le vin. Combien de personnes font ces contrôles pour vérifier que les étiquettes ne bougent pas? Eh bien, les effectifs de la Direction générale des prix sont en province, dans les départements, de 2100 personnes. Mais à cet effectif de mes fonctionnaires proprement dit, doivent s'ajouter tous les fonctionnaires de police, et notamment à Paris, la police économique, où les effectifs sont assez importants, puisque la direction de la police économique est capable de mettre 300 personnes sur le terrain à Paris. À cela s'ajoutent les services de gendarmerie que le ministère des Armées s'engage à nous prêter. Et en ce qui concerne les finances, mon collègue, le directeur général des douanes, a d'ores et déjà envoyé un téléx à ses directeurs régionaux pour que les douaniers nous donnent un coup de main dans cette affaire. Les gendarmes vont donc monter la garde auprès des étiquettes? Non, les gendarmes ne montent pas la garde auprès des étiquettes. Les gendarmes font des relevés de prix et éventuellement repassent au bout d'un certain temps pour voir si les prix ont bougé. Si les prix ont bougé, les gendarmes sont, au même titre que mes fonctionnaires, habilités à dresser procès-verbal. Aujourd'hui encore, on ignorait les détails de cette mobilisation générale. Mobilisation contre les étiquettes dans les magasins, mais aussi contre les hausses des services comme les restaurants, la coiffure ou les garages. Que se passera-t-il réellement sur le terrain? La crainte des sanctions ne sera peut-être pas suffisante pour empêcher la valse des étiquettes. Un plan anti-inflation, c'est formidable pour les distributeurs. Les distributeurs, ils sont toujours les gens dont on dit c'est eux les fauteurs de hausse. Alors qu'en réalité, on est comme le consommateur. Les hausses, on les subit, vous savez, nous. Oui, mais tout le monde savait qu'il y aurait un blocage des prix. Vous n'avez pas été tenté avant de hausser certains prix? Monsieur, dans une entreprise comme nous, sans magasins, vous vous rendez compte? On a une politique, hein? On lime les prix. On compresse les marges, et ça, depuis le 1er janvier jusqu'à Saint-Sylvestre, on va pas changer votre publicité, mais est-ce que maintenant qu'il y a la peur du gendarme, vous n'allez pas être tenté d'être un peu plus rigoureux? Ah bah écoutez ça, il est sûr qu'on sera sûrement face à des gens qui seront peut-être pas très compréhensifs, hein, parce que quand un gendarme relève des prix, en général, hein, c'est pas très rigolo pour nous. À l'étranger, on a beaucoup spéculé aujourd'hui sur ces curieuses rumeurs à propos de l'état de santé du roi Hassan II du Maroc. Une information en provenance apparemment de l'ex-Sahara espagnol annonçait que le roi subirait prochainement à Madrid une intervention chirurgicale très sérieuse. Cette nouvelle, vous vous en doutez, a provoqué une cascade de démentis tant à Rabat qu'à Madrid, mais mystère tout de même. En Afrique du Sud, nouvelle journée d'émeutes. Cette fois-ci, c'est en plein centre de Johannesburg que se sont produits les affrontements les plus violents, sanglants même. L'Afrique du Sud, paradis économique, ce n'est pas si sûr. Guy Thomas, dans son point de vue, y reviendra dans un instant. Mais ce soir, dans cette partie de l'Afrique australe, tant agitée, et sous les projecteurs, et dont les projecteurs sont braqués sur la Rhodésie. 6 millions de Noirs et quelques centaines de milliers de Blancs au pouvoir. C'est peut-être une journée historique, en effet, pour ce pays, puisque Ian Smith, le Premier ministre rhodésien, vient d'accepter le plan Kissinger, c'est-à-dire le principe de l'accession au pouvoir de la majorité noire dans un délai de 2 ans. Et M. Smith vient de l'annoncer à son pays dans un message radio-diffusé. Bonsoir, j'ai eu ces derniers jours des entretiens très importants à Johannesburg avec le Premier ministre d'Afrique du Sud, M. Vorster, et j'ai eu des entretiens également avec M. Kissinger, et j'ai dû accepter le plan américain. The position of Rhodesia in relation to the rest of Southern Africa, and indeed télévisé que son gouvernement a accepté le plan Kissinger, c'est-à-dire l'accession de la majorité noire au pouvoir, et ce dans un délai de 2 ans. C'est bien sûr un changement radical de politique en Rhodésie. La seule condition qu'a exigé le Premier ministre, c'est que cessent tous les combats dans le pays et la guérilla aux frontières.
L'Afrique du Sud et l'Amérique surtout ont donc eu raison de la détermination aveugle de M. Ian Smith. Il se pourrait bien maintenant que le Premier ministre rhodésien abdique et qu'il abandonne ses fonctions en faveur d'un président de gouvernement provisoire qui sera désigné par la Grande-Bretagne. La Rhodésie était depuis 11 ans une colonie rebelle de la Grande-Bretagne et c'est en 1965 que M. Ian Smith et ses partisans ont choisi de proclamer unilatéralement l'indépendance de la Rhodésie sous la responsabilité d'un régime blanc local. Un pays qui compte 250 000 blancs et 6 millions de noirs. Bien, il est clair après tout ça que le dernier bastion blanc en Afrique est en train de se fissurer et cela de plus en plus rapidement. À considérer ce qui s'est passé en Afrique du Sud depuis moins d'un an, rien ne semble devoir arrêter cet éclatement. Tenez, il y a 6 mois, les dirigeants d'une très grande société française de distribution négociaient un accord avec une société de même nature en Afrique du Sud, la Breweries. Il s'agissait dans un premier temps de construire 3 hypermarchés. Aux Français qui s'inquiétaient des risques d'émeutes, les Sud-Africains répliquèrent en toute bonne foi: ces grandes surfaces seront installées dans les sanctuaires blancs, rien à craindre pour leurs vitrines. Ils ne pourraient plus dire la même chose aujourd'hui, après ce qui vient de se passer à Johannesburg hier et à Cape Town il y a 2 semaines. Cette insécurité grandissante a des effets immédiats sur l'économie sud-africaine. Les firmes étrangères hésitent maintenant à investir dans ce pays. Les riches sud-africains tentent de placer leur fortune aux États-Unis ou en Europe. En juillet dernier, la balance commerciale a marqué un déficit record. Les exportations n'ont couvert qu'à 58% les importations. La crise prend de sérieuses proportions, aggravées encore par la baisse du cours de l'or, ressource principale de ce pays, baisse que Washington peut accentuer à sa guise en sachant qu'au-dessous d'un certain niveau de prix, la moitié des mines d'or sud-africaines ne seraient plus rentables et devraient fermer. Déjà, le nombre de chômeurs dépasse les 2 millions, 25% de la population noire active, de la graine d'émeutier. Pour les Blancs, 5 millions contre 20 millions de gens de couleur. Pour la communauté blanche qui avait mis ses espoirs dans ses hélicoptères de combat, ses blindés, ses bombes au napalm, bref, un super armement, c'est le commencement de la fin des illusions. On ne peut braver à la fois indéfiniment et la loi du nombre et l'opinion universelle. Décidément, l'Église catholique, en tout cas l'Église de France, n'a pas fini de nous étonner et de nous réserver des surprises. Après Monseigneur Lefebvre et les ultra-traditionalistes, voici Monseigneur le bourgeois, évêque d'Autun, et les ultra-modernes. Pour la première fois, l'évêque d'Autun accepte de parler pour Antenne 2 de ses idées d'avant-garde. Il propose ni plus ni moins de rompre avec la tradition en permettant aux divorcés, remariés, de recevoir la communion. Écoutez-le. L'Église a effectivement une législation actuelle qui exclut les divorcés remariés de la communion. Je respecte cette législation. Il ne m'appartient pas de la changer. Mais j'ai le droit, et à mon avis même le devoir, comme pasteur d'une Église locale, de faire connaître la souffrance qu'éprouvent un certain nombre de chrétiens qui se voient ainsi exclus. C'est pour ça que je souhaiterais, pour ma part, que dans certaines conditions précises, certains chrétiens puissent être admis au sacrement de l'Eucharistie. Quelles conditions? Les conditions que l'on peut déterminer, nous y avons pas mal réfléchi avec les prêtres du diocèse, c'est le contenu de ma lettre. Ce serait d'abord une situation, disons, irréversible. Un foyer effondré, il ne peut plus se séparer. Les enfants sont là, par exemple. D'autre part, une situation telle que ces foyers aient pris leur place dans la communauté chrétienne, qu'ils aient donné le signe, par exemple, de la justice à l'égard de l'ancien conjoint et des enfants d'un premier mariage. Que cela arrive, qu'ils soient engagés dans la communauté chrétienne d'une manière telle qu'on puisse les y admettre, non pas comme à la sauvette, on le fait quelquefois, mais officiellement, publiquement. Et je pense que c'est la manière dont l'Église peut donner ce signe de l'accueil. Personnellement, je ne comprendrais pas une Église qui dirait « Je vous demande de rester chez moi, mais je vous ignore ». Et même, pire encore, « Je vous invite à ma table, mais je ne vous donne pas à manger ». Depuis un an au moins que l'on vous parle d'économie d'énergie, vous avez peut-être pris l'habitude, en tout cas c'est souhaitable, de fermer vos lumières lorsque vous n'êtes pas dans une pièce, de rouler un peu moins vite en voiture, de baisser votre chauffage, etc. Ces conseils, vous les connaissez. Mais avez-vous songé que vos déchets pouvaient être source d'énergie? Probablement pas,
Et pourtant, ces déchets, ces ordures, le contenu de votre poubelle même, peut valoir, et oui, de l'or. En principe, un déchet, c'est une perte sèche. On prend des matières premières avec de l'énergie, on les transforme, on fabrique des produits. Et puis, le produit est vendu, utilisé, consommé. Et il s'use. À la fin de sa vie, il est jeté, souvent polluant, toujours encombrant, de toute façon, perdu. Et pourtant, prenons par exemple une voiture. Flambant neuve ou morte, elle contient exactement la même quantité de métal et on en manque. Alors il faut sortir du trou, remonter la chaîne, récupérer. Cela on le savait, mais pour qu'on commence à le faire, il fallait que cela devienne rentable, que la matière récupérée revienne moins chère que la matière neuve. Aujourd'hui, pour des quantités de produits, ce rapport de prix est en train de basculer. Toute l'économie se met à loucher vers ses propres déchets. Aujourd'hui, fabriquer et acheter du neuf coûte terriblement cher. On redécouvre les bienfaits de l'objet qui dure, et en quelques années, le progrès brutal du marché de l'occasion et de la réparation automobile en témoigne. Partout, on cherche ce qui peut encore servir. Petit profit individuel, mais qui débouche sur l'intérêt collectif. Pourtant, en dehors de l'automobile, la récupération, pour le réemploi, reste très marginale. La France en est encore au stade du marché aux puces. Tous ces petits revendeurs, chineurs, brocanteurs se cantonnent dans quelques catégories d'objets. Que d'oubli dans ce qui serait précieux pour l'économie. Où est par exemple l'électroménager? Où sont les huiles de vidange? Ces lacunes arrangent bien les affaires de ceux qui vendent du neuf, mais ils coûtent cher au pays. Et puis, il y a tous les produits qu'on ne peut plus réutiliser tels quels. Ils contiennent une richesse formidable. Ainsi, ceux que l'on a tous les jours sous les yeux, les ordures ménagères. Dans ce cas, un premier avantage, ça brûle. On peut récupérer de la chaleur, donc de l'énergie. Les usines d'incinération en témoignent qui, à Paris, avec 3 usines seulement, fournissent 30% du chauffage urbain. Plus de 90% des ordures ménagères parisiennes sont incinérées. Mais le reste du pays est loin d'être équipé de façon aussi complète. Pour les petites villes, l'investissement est lourd et la rentabilité incertaine. Pourtant, les déchets en brûlant ne fournissent pas seulement de la chaleur. Ils laissent des scories, du verre, des métaux que l'on commence à savoir extraire. La rentabilité de ce genre de procédé est tributaire de l'échelle à laquelle on se place. Étant donné que l'incinération est surtout pratiquée dans les grandes villes, notre procédé sera déjà limité aux grandes villes. Et parmi ces grandes villes, il est évident que les plus grandes auront le plus de chances de présenter les rentabilités les meilleures. Autrement dit, en France, il s'agira essentiellement de la région parisienne, de la région Rhône-Alpes et de certaines agglomérations dans le nord de la France. C'est donc une question d'échelle, mais le prix de l'énergie et des matières premières continue de monter. Alors plus le temps passera et plus nos poubelles deviendront rentables. Les ordures ménagères supposent des transformations complexes et des investissements assez lourds. Pour d'autres déchets, au contraire, peu de transformations, il s'agit surtout de les ramasser. Ainsi, les chiffons et les vieux papiers qui referont facilement de la pâte à papier. Et surtout les ferrailles. Il n'y a pas de minerai plus riche qu'un morceau de ferraille. Et en l'absence d'organismes publics dans un marché d'une liberté totale, les ferrailleurs ont depuis longtemps édifié un réseau très puissant. Les prix sont absolument libres et correspondent à une offre et à une demande. Uniquement. Uniquement. Il y a donc des fluctuations. Il n'y a pas d'accord de prix à l'échelon du négoce. Il est évident que c'est un marché très fluctuant, comme tout marché de matières premières, donc un caractère spéculatif. Dans un pays comme la France, il se récupère en gros en matière de ferraille plus de 6 millions de tonnes. Ainsi, près du quart de l'acier français ne vient pas des mines, mais de la récupération. Alors si l'on se mettait à récupérer industriellement non seulement les métaux, mais tout le reste. Il est certain que dans une grande métropole comme Paris, en prenant le Grand Paris, ça fait sans doute 10 millions d'habitants, il doit y avoir des millions de tonnes qui se trouvent ou dans les greniers ou dans les caves. C'est toujours un problème de ramassage, de collecte. Mais le réseau des ferrailleurs a au moins l'avantage d'exister. Pour bien d'autres matières premières, tout reste à créer.
Par exemple, on jette les matières synthétiques parce qu'on les considère comme des matériaux bon marché. C'est de plus en plus faux car on dépense beaucoup d'énergie pour les fabriquer. Alors il faut apprendre à les retransformer en matières premières. Et en usine expérimentale, tout au moins, cet obstacle technique a été surmonté. Nous sommes arrivés avec ce matériau de récupération, ces déchets, à produire des pièces de caractéristiques mécaniques très voisines de pièces que nous fabriquons habituellement avec un matériau vierge. Vous voyez, j'ai entre les mains une pièce réalisée avec exclusivement ces déchets de matière plastique travaillés d'après notre procédé. Reste à généraliser le ramassage, transformer l'expérience en système. Pour cela, les incitations de l'État seront déterminantes. Actuellement, nous avons un déficit en matières premières qui équivaut à environ 25 milliards de francs. Je pense que sur ce déficit, on pourrait, dans les prochaines années, économiser environ 10 à 15%, peut-être plus d'ailleurs. Mais enfin, même ce chiffre de 10% est déjà non négligeable. Avec l'aide de l'État qu'on souhaiterait plus puissante, l'économie moderne est en train de trouver une nouvelle ressource qui s'appelle déchets. L'ère du gaspillage est révolue. On a vu l'époque de l'or et puis celle de l'or noir. On s'achemine maintenant vers l'or des poubelles. Oui. Le temps pour terminer ce journal est très rapidement car nous avons un tout petit peu de retard. Il a fait plutôt chaud aujourd'hui avec 25 degrés à Marseille, 26 à Biarritz et à Pau. Il y aura pas mal de vent pendant le week-end, du vent du sud, donc à prévoir de belles éclaircies de l'est aux Alpes et à la Corse ainsi qu'au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, des averses, des orages et des pluies abondantes sur le massif central. Voilà pour le temps. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous remercie d'avoir suivi cette édition du journal. Bonsoir et tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité. Pas de vaincu pour la première joute télévisée. Soutien du CNPF en dépit du blocage des prix. Les Blancs contraints de partager le pouvoir. Bientôt peut-être la communion pour les divorcés. Dernier journal, 22h35.